Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints en Business Stage. Bonjour également à ceux qui nous suivent en streaming, qui sont nombreux et nombreuses sur le web. Merci à ceux et celles qui ont répondu favorables à nos invitations pour échanger, dialoguer et parler de ces seniors qui vont durer dans le temps au point d'atteindre les 120 ans. Moi, adolescent de 120 ans, qui serais-je en 2084? Pour échanger, réfléchir, partager, Jacques Pleurmeau, président de Quartus Club Senior, Stéphanie Stalford, CEO d'Experti, Patrick Cartoula, fondateur de Blue Radar et You Take Care, et enfin Serge Guérin, sociologue et professeur à l'INSEC. 12,3 millions de Français sont âgés de plus de 65 ans. Ils représentent 18% de la population française. Et parmi ces 12,3 millions de Français, il y a 11,4 millions de Français qui vivent à leur domicile après 65 ans. Figurez-vous qu'il se passe une chose quand on devient senior, c'est que on aspire à une nouvelle vie, on parle de seniorité. Et quand on arrive à 60 ans et plus, certains décident peut-être de remettre en cause leur vie au point de se séparer après une longue histoire de leur conjoint. Ils sont près de 2 tiers, figurez-vous, 2 tiers des seniors âgés de 65 ans et plus à divorcer. Un tiers des seniors mariés à divorcer, à se séparer. Et près de la moitié, près d'1 sur 2 dans les grandes villes. C'est les informations que j'ai. Je vois Serge Guérin qui est en train de me regarder, en train de me dire « Mais que raconte-t-il » Je sourcerai les informations dans quelques instants. Dernière chose, 5% des seniors de la tranche 65-75 ans travaillent. Et en 10 ans, le taux d'emploi des seniors a triplé. Voilà, ça c'est pour la mise en contexte. Maintenant, on va parler de chacun d'entre vous, à commencer par Jacques Pleurmeau, président de Quartus Club Senior. Vous avez réaménagé un petit peu l'habitat en proposant des établissements d'accueil. En gros, vous avez dépoussiéré le concept de maison de retraite que l'on connaît pour proposer, avec Quartus Club Senior, un habitat nouvelle génération. Oui, mais écoutez, déjà, bonsoir et je vous remercie de cette invitation. Effectivement, on peut dire que l'habitat des seniors en France, il est considéré comme inadapté. Il y a un chiffre. On ne va pas trop vous asperger de ça, mais il y a au moins un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, on considère que 94% de l'habitat est inadapté aux seniors. Donc, ce qui veut dire que, et quand je veux comparer cela avec des chiffres européens ou même mondiaux, en Grande-Bretagne, on doit être à 7% d'adaptation de l'habitat aux seniors, et au Québec, on est à 10%. Voilà, donc en tous les cas, on n'est certainement pas dans les premiers. Et du coup, effectivement, on peut se poser la question de la forme d'habitat que l'on peut proposer. Et j'ai envie d'ouvrir une brèche sur ce sujet, c'est de se dire, en fait, ce n'est pas un habitat, c'est un parcours résidentiel qu'il faut pouvoir proposer à partir de 60 ans jusqu'à la fin de nos jours. Alors vous nous parlerez justement dans quelques instants de ce parcours résidentiel et de cette offre. Avant cela, présentons Stéphanie Stalford, CEO d'Experti. Alors vous avez une longue carrière dans le marketing, vous avez un peu vécu à New York et puis vous êtes revenu en France. Vous avez décidé d'aller vers les startups. Vous vous rendez compte en 2007 que les startups c'est bien, mais elles ne sont pas accompagnées, elles ne sont pas conseillées. Et parallèlement à cette histoire de vie, vous avez votre papa qui est senior, qui a envie de continuer sa carrière, il prend sa retraite, il travaille en tant qu'auto-entrepreneur, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de réseau. Et là, vous vient l'idée d'Experti, cette plateforme de recrutement pour seniors. Oui, alors merci de m'inviter. Effectivement, en fait, en creusant un peu le sujet, j'ai pu constater que 75% des cadres, lorsqu'on les interrogeait après 50 ans sur ce qu'ils avaient envie de faire après la retraite, exprimaient en fait le désir de continuer à travailler à temps partiel. Hein, donc évidemment pas à temps complet, mais il y avait une vraie volonté en fait avant tout liée au souhait de transmettre et d'avoir finalement un apport intergénérationnel. Et c'est là-dessus que j'ai décidé en effet de capitaliser pour lancer Experti. Je crois qu'en fait, aujourd'hui, on a des seniors qui ont des profils un peu différents. Je pense qu'on en rediscutera avec Serge, parce qu'il y a seniors et seniors. Il est clair que chez Experti, on capitalise sur des seniors actifs qui ont entre 50 et 68 ans, qui ont des capacités cognitives particulièrement acerbes parce qu'ils sont très digital sensitive. On parlera, je pense, aussi de la digitalisation des seniors un peu plus tard. Et qui ont un état d'esprit, on en reparlera de cet état d'esprit chez vous parce que c'est important. Patrick Cartoula, fondateur de You Take Care. Alors c'est un merveilleux boîtier. Parlez-nous de ce merveilleux boîtier qui
permet de dresser un bilan de ce senior? Alors, bonjour, merci pour votre invitation. Alors, mon nom, c'est Katurla et non pas Karturla. C'est juste pour corriger parce que on y fait souvent, en tout cas, l'erreur. Alors, ce que nous avons développé, en fait, c'est pour tenir compte de ce que seront ces seniors dans 50 ans, à savoir des hyper seniors connectés, en tout cas à mon sens, et en même temps très actifs et très à même, je dirais, des nouvelles technologies. Nous avons développé un système qui n'est pas un boîtier, en fait, qui est une prise électrique, mais bien sûr pas n'importe quelle prise, et qui embarque 3 services. C'est pour ça que on est très intéressé par l'hyperconnectivité, je dirais, du senior. C'est parce qu'elle embarque une prise connectée, une alarme intrusion, puisque les seniors sont aussi, je dirais, très attentionnés à ce sujet, et en même temps du monitoring avec une géolocalisation indoor de 1 ou 2 personnes. Vous avez ringardisé l'assistant personnel. Parlons avec Serge Guérin, sociologue, professeur à l'INSEC, alors qu'il, lui, il y a 30 ans, quand il a décidé de mener sa thèse, il passait comme un fou. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'étudiait pas le cas des seniors. Serge? Parce que tout le monde s'en foutait. C'est ça. Parce qu'on ne voulait pas les regarder. Ouais. Et parce qu'en plus, à l'époque, les gens ne pensaient pas qu'ils pourraient faire de l'argent avec. Donc si on ne peut pas faire de fric, pourquoi s'en préoccuper? Et moi, ce qui m'intéressait, c'était juste de montrer qu'avant l'argent, qui maintenant intéresse plein de gens avec des réussites plus ou moins fortes, il y avait d'abord tout simplement qu'une société doit se préparer à une transformation, que cette transformation, elle concerne tout le monde. Parce que finalement, quand j'ai commencé à m'en préoccuper, j'étais moi-même considéré comme jeune, puis finalement, je me fais rattraper par la patrouille et je deviens... je ne sais pas si les seniors sont tous chauves, il ne faut pas croire ça, mais il y en a quand même, voilà. Il y a une force. Vous pouvez voilà, pas, c'est ça. avec Voilà. le micro. Et tout dépend évidemment aussi. Oui, déjà on a entendu plusieurs chiffres en termes de à quel moment ça commence cette histoire-là. Oui. Mais donc l'idée au départ, c'était juste d'essayer de prévenir la société que attention, dans quelques années, la question va se poser. Et puis finalement, on a beau le prévenir, la question se pose aujourd'hui. Et par exemple, en termes de politique publique, on est encore très très loin des enjeux. Mais parlons-en, le sociologue. Qu'est-ce qu'un senior? Parce qu'il y a une polysémie autour de ce mot-là. Qu'est-ce qu'un senior, Serge? Ah oui, et à quel âge ça commence, oui. qu'est-ce que c'est, ainsi de suite. D'ailleurs, même le terme, hein, avant on parlait de 3e âge, 4e âge, personne âgée, vétéran, vieux, vieillard, vieillard 2 pour les femmes, et ainsi de suite. Bon, tous ces mots-là sont un peu violents, et donc finalement le marketing est passé par là. Senior, c'est un terme latin qui a eu son succès aux États-Unis. C'était d'ailleurs la notion d'expertise, d'expérience. Le chef de produit senior, le vice-président senior. Donc on valorisait plutôt le savoir-faire plutôt que se focaliser sur l'âge. Et du coup, le mot est revenu. Par exemple, la SNCF avait une carte vermeille qu'elle a transformée en carte senior. Il y a les mêmes réductions, mais c'est un peu plus chic. Voilà, donc c'est le mot qui est le plus accepté, en tout cas pour la première partie de cet âge. On va dire au-delà de 65 ans, puisque vous avez pris 65 ans, ce qui paraît en effet une bonne base. Mais entre 65 ans et 105 ans, il peut y avoir des petits écarts quand même. Voilà, donc après, pour les plus âgés, on va plutôt parler des aînés. C'est le terme d'ailleurs qu'eux-mêmes disent qui est pour eux le plus acceptable. Alors, parlons justement de tous ces seniors-là, ces seniors qui ont une expertise, c'est ce qui vous intéresse, avec, je le disais précédemment, une expertise et un état d'esprit. Parce que quand on pense senior, on pense parfois à donneurs de leçons, et en entreprise, on n'aime pas les donneurs de leçons. Oui, alors en effet, il est clair que parmi les fameux 75% des cadres qui souhaitent poursuivre une carrière professionnelle, ça fait, il y a 630 000 personnes qui partent à la retraite tous les ans, à peu près 15-18% de cadres, ce qui signifie en fait, on va dire potentiellement 100 000 personnes tous les ans qui ont envie de continuer à travailler alors qu'ils ont plus de 62 ans et que normalement ils devraient profiter de leur temps libre. Mais en fait, dans ce temps libre, ils incluent en effet une volonté que de rester connecté avec le monde de l'entreprise. Alors ce n'est pas le cas de tous les seniors, mais vous parliez d'état d'esprit. Il est clair que ceux qui ont eu des responsabilités importantes dans leur carrière professionnelle ont énormément de mal à switcher d'une période dite active à une période dite inactive. Donc il y a une volonté d'être maître de son temps. Et à ce titre, de ne pas travailler en full-time du lundi au vendredi à raison de 8 à 12 heures par jour, de se garder un temps de loisir et un temps de plaisir pour soi, mais aussi des velléités que de partager avec des jeunes entrepreneurs, de leur apporter leur savoir. Vous parliez tout à l'heure du mot senior qui valorise l'expérience et l'expertise. Il est clair que chez les seniors qui continuent à travailler, c'est bel et bien les deux axes qu'ils mettent en exergue lorsqu'ils accompagnent des entrepreneurs.
Et par ailleurs, je crois qu'il ne faut quand même pas se voiler la face non plus, lorsque les années qui restent à vivre après 62 ans ne sont plus de 10-15 ans, mais de 40 ans, il est quand même urgent de ne pas attendre et de réfléchir aussi à un complément de revenu. Les politiques qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui avec Jean-Paul Delevoye, par exemple, sont des politiques qui visent à survaloriser les années passées à travailler après 62 ans. C'est pas anodin, hein, c'est qu'on a besoin de financer ces années additionnelles qui ne seront plus de 10-20 ans, mais plutôt de 40 ans. Patrick, vous, le senior, chez vous, comment vous l'analysez, comment vous le définissez? Parce que vous l'observez tous les jours avec votre assistant personnel. Alors non, justement, on ne veut pas être intrusif. Mais sans parler de ça, parce que c'est vrai qu'effectivement... Stigmatisant d'ailleurs, puisqu'en fait, la problématique, et on la comprend bien au travers de ce qui se dit, c'est que le senior aujourd'hui, et encore plus celui de demain, ne souhaitera pas être vu comme un vieux. Ça, c'est un élément aujourd'hui qui est très factuel. Du coup, l'observer aujourd'hui dans sa dimension pour effectivement faire en sorte que sa vie soit la plus longtemps possible au domicile, en fait, c'est l'objectif que nous, on cherche à atteindre. Je pense qu'en 2050, les EHPAD auront à subir quelques crises financières par manque de résidents, parce que les seniors resteront le plus longtemps possible ou souhaiteront rester le plus longtemps possible à leur domicile. Mais c'est déjà le cas, puisque 11,4 millions de Français sont à leur domicile contre 680 000 en institution. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui dans ces domiciles? C'est qu'on a une forte, en tout cas, un refus quelque part, en tout cas, de la plupart de ces seniors d'être accompagnés technologiquement parce que trop stigmatisants. C'est-à-dire qu'on les catégorise dans une population, on va dire, entre guillemets, fragile par l'ensemble des outils aujourd'hui qui sont proposés sur le marché, que ce soit de la caméra, que ce soit du micro. Bref, aujourd'hui, l'idée étant de rentrer, non pas d'équiper en tout cas un senior, mais d'équiper l'habitat, de connecter l'habitat du senior pour faire en sorte que cet habitat soit un habitat connecté et que ces personnes puissent y vivre le plus longtemps possible. Jacques, qu'est-ce qu'un senior? Vous parlez de génération de seniors, c'est très intéressant. Vous parliez de génération de l'après-guerre, la génération de seniors 68 tard, et ce n'est pas du tout les mêmes profils. Oui, parce que en fait, l'appréhension de la vie et le projet qu'on a sur la vie, elle se cristallise dans nos années des 20 ans. C'est-à-dire que quand on a 20 ans en 1950 ou quand on a 20 ans en 2019, eh bien, on voit la vie forcément différemment, y compris dans nos vieux âges. Donc c'est là que l'enjeu se passe, et c'est pour ça que je pense aujourd'hui qu'on a oui, c'est assez pluriforme ce concept de senior, et nous en tous les cas de notre côté chez Quartus on a identifié 9 profils de seniors, et quand vous reprenez un axe vertical et horizontal, alors du plus connecté au plus isolé, et en horizontal du plus dépendant au plus autonome, eh bien on voit bien que ces 9 profils vont parfaitement bien, je dirais, rentrer dans ce mapping, si je puis dire. Et à partir de là, on doit effectivement se dire, l'offre résidentielle qu'on doit pouvoir proposer doit pouvoir tenir compte de cette diversité-là. Voilà. Donc, du coup, j'essaie d'avoir un point de vue au démarrage de notre débat le plus global possible, où on peut dire qu'il n'y a pas une solution pour les seniors, il y a une diversité de solutions, parce que diversité de profils, et c'est pour ça que je veux raisonner en termes de parcours. C'est intéressant de parler de diversité de profils. Parlons également avec Serge Guérin de tous ces profils-là, parce que pour certains, être senior, c'est finalement aspirer à une seconde jeunesse. On parlait chez vous de CETRA, seniors traditionnels, et les bohème boomers. Racontez-nous un petit peu tout ça. J'avais construit dans le temps, justement pour aller dans le sens de dire attention, vous regroupez. Donc à l'époque, les seniors, d'ailleurs, commencent à 50 ans. Donc c'était de 50 ans à plus de 100 ans, en disant c'est quand même très très large. Et là-dedans, il y a des diversités de situations, y compris par exemple, un des éléments majeurs, c'est quelle est la situation de famille de la personne.
Est-ce qu'elle est seule ou en couple? Est-ce qu'elle a encore des parents? Aujourd'hui, on arrive à des gens qui arrivent à la retraite et qui ont leurs propres parents qui sont à la retraite depuis un bon moment. Évidemment, ce n'est pas la même chose si vous arrivez à 65 ans tout fringant avec un parent qui commence à être touché par telle ou telle maladie. Ce n'est pas la même chose non plus si vous avez des enfants qui vont bien ou pas d'enfants, ou des enfants qui ont des difficultés, ou un petit enfant, ainsi de suite. Donc ne serait-ce que comment je me situe dans cette chaîne familiale est par exemple un élément. Il y a une chose toute bête, c'est tous les seniors, contrairement à ce que certains pensent, ne sont pas riches. Ils ne sont pas tous super fans de technologie, ils ne sont pas tous pétés de thunes. Et donc, il faut rappeler tout simplement ça. Et demain, encore moins, puisque les retraites et tout ça vont faire que les gens seront en plus grande difficulté. Donc, c'était pour essayer d'un petit peu construire, pour rappeler des styles de vie. Si j'y vais très vite, le premier, c'est en effet la notion de senior traditionnel. Il y a des seniors qui, comme leurs parents, leurs grands-parents, ont tendance à vieillir en se repliant. Quand on quitte l'entreprise, déjà, on perd la moitié de ses liens sociaux. Parce que les amis qu'on avait, une grande partie, ou les connaissances, étaient dans l'entreprise. Et donc, Gérard, que j'ai détesté pendant 20 ans, le jour où je pars à la retraite, finalement, il me manque. Parce que j'ai plus personne à détester, d'une certaine manière. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, ces gens-là, c'est triste. Bah oui, c'est important. Donc ça, c'est des gens qui vieillissent de manière un petit peu, avec tendance à être plutôt conservateurs, à être plutôt un peu inquiets du monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas d'ailleurs. Et puis vous avez des gens qui sont des seniors fragilisés. Alors on peut être fragilisé pour des raisons physiques, problèmes de santé, problèmes neurologiques, donc d'autres problèmes de santé, problèmes moraux, c'est-à-dire je ne comprends plus rien dans le monde dans lequel je suis, ou il y a des gens de 20 ans qui ne comprennent rien dans le monde dans lequel ils sont, hein. C'est pas qu'une histoire d'âge. Et puis, évidemment, ça peut être aussi une fragilité économique, parce que je me retrouve avec 800 € par mois et je ne m'en sors pas. Et parfois, c'est les quatre d'un coup. Et de l'autre côté, vous avez raison, il y a des gens, j'appelle les boobos, les boomers bohèmes, donc les boomers, parce que ce sont donc les enfants, le mamie ou le papy boom, donc les gens qui sont nés à partir de 1946 et qui arrivent à un moment donné à la retraite et tout ça, ceux qui dans quelques années vont être les gros bataillons de ceux qui auront plus de 75 ans et qui commenceront à avoir des vrais problèmes de santé, ainsi de suite, ce qui demandera aussi à préparer autre chose. Je ne suis pas sûr qu'en 2050, il n'y aura plus d'EHPAD, en tout cas, elles ne seront pas comme celles d'aujourd'hui. Mais il y aura des lieux, sauf si on a inventé un vaccin génial contre l'Alzheimer, sinon il y a un certain nombre de personnes qui continueront à devoir être accueillies, accompagnées, ainsi de suite. Et voilà. Donc ça, c'est un peu la troisième catégorie, mais là, ce sont des gens qui sont en plein dans la société, c'est ceux qui intéressent directement Stéphanie, parce que ce sont des gens qui, pour une grande partie, alors, ils ont passé un certain âge, voire ils ont été mis ou dehors, ou ils ont pris leur retraite. Je rappelle qu'un tiers des gens qui arrivent à la retraite étaient déjà au chômage. Donc il y a plein de gens qui... Et donc ces personnes-là, pour certains, ont des savoirs incroyables, ont envie de continuer dans la vie. Alors les uns, ça va être de manière pécuniaire, que ce soit rentable, d'autres, ça va être à travers le bénévolat. Mais en tout cas, il y a tout un nouveau monde. C'est pour ça, quand on parle des retraités inactifs, c'est d'une bêtise absolue, parce que ces retraités sont hyper actifs. Sans eux, par exemple, le tissu social associatif s'écroule complètement. Le Bohem Bohem, c'est ceux qui peut-être contribueront à donner une nouvelle image de cette seniorité-là et fin de la stigmatisation des seniors, parce que c'est vrai que les seniors, dans l'inconscient collectif, c'est quelqu'un de vieux, quelqu'un qui n'est pas alerte, qui est en retard surtout. Vous, votre cœur de cible, a priori, c'est un public éclairé qui participera à cette non-stigmatisation des seniors. Oui, alors complètement. D'ailleurs, je les avais encore pas forcément définis sous une appellation particulière, mais j'aime beaucoup cette notion de Bohem Boomers, ça me plaît beaucoup. Il est clair que les personnes qui rejoignent Expertise, ou qui, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, n'ont absolument pas besoin d'intégrer une plateforme comme la mienne ou un cabinet de management de transition pour continuer à prodiguer des services professionnels. Certains travaillent de façon totalement indépendante avec leur propre réseau. Enfin, toujours est-il que ceux qui décident de continuer à travailler, pour la plupart, sont quand même très au fait de l'actualité économique de leur pays. Ils sont en général très enclins et excités à l'idée d'aller travailler avec des entreprises, et plutôt même d'ailleurs des startups, des PME. Et en tout cas, moi, il y a quelque chose que je trouve particulièrement intéressant dans les a priori qu'on peut parfois avoir quant à ne pas faire retravailler un senior, c'est qu'en fait, ils font gagner du temps. C'est-à-dire qu'on peut dire, en fait, un senior, là, mais ils sont lents. Et c'est en fait des idées reçues totalement fausses, à deux titres. D'abord parce qu'il y a des études qui ont été menées très récemment, en fait. Alors, j'ai peur de me tromper quant à savoir si c'est Stanford ou Columbia, mais qui visent à évaluer les capacités cognitives des 60-65 ans. Donc, nos capacités cognitives déclinent à partir de l'âge de 30 ans.
Néanmoins, on peut à 65 ans avoir les mêmes capacités cognitives qu'un quadra, si tant est qu'on se stimule intellectuellement. Donc, concrètement, chez Experti, on a des seniors qui ont 60-65 ans, qui ont exactement la même vivacité d'esprit que des quadras. Et en plus de ça, c'est qu'ils n'ont rien à prouver à personne, parce qu'ils arrivent dans une entreprise, ils ont leur carrière derrière eux, et oui. Leur objectif, c'est uniquement de partager les connaissances. C'est ce que vous Absolument, me disiez précédemment. Tout à fait. Alors, parlons-en, Patrick, justement, de ces seniors par rapport à ce qu'on disait précédemment. Ben, je pense qu'encore aujourd'hui, je rejoins effectivement les propos qui sont en tout cas avancés. On va effectivement trouver tous les profils, en tout cas pour nous, du point de vue, on va dire techno, hein, c'est ce qui nous intéresse, parce que on se doit aussi d'adapter cette technologie en fonction, je dirais, du public et de la volonté aussi, en tout cas, d'être accompagné. Je rejoins la réflexion tout à l'heure, effectivement, de la capacité financière de ces seniors. Aujourd'hui, 80% des retraités gagnent 1200 ou moins de 1200 € par mois. Et c'est aussi une vision que nous avons, nous, du côté techno, pour apporter cette techno à l'ensemble, en tout cas, des portefeuilles de ces personnes, c'est que les trois piliers fondamentaux que nous avons voulu travailler pour effectivement amener cet accompagnement, c'était de dire c'est quelque chose qui doit être non stigmatisant, c'est quelque chose qui doit être technologiquement très évolué avec cette notion de géolocalisation, parce qu'on pourra peut-être parler tout à l'heure de la télémédecine et qui permettra à distance aussi de pouvoir imaginer on peut en parler d'ores et déjà. Bien sûr, si cette personne est assise dans son canapé en train de regarder la télé ou si elle est assise dans le couloir, et là, c'est plus du tout le même problème. Donc cette notion, bien évidemment, de techno. Et enfin, la troisième brique qui nous paraît et qui est très importante, c'était le coût. Donc comment associer cette techno avec un coût le plus bas possible? Eh bien, c'est de pouvoir faire en sorte que, en prenant en compte tous ces seniors qui gagnent 1200 ou moins de 1200 € par mois, parce qu'il faut savoir que ce sont les enfants qui équipent bien souvent les parents, eh bien nous avons voulu être dans une dimension, je dirais, qui soit à la capacité, on va dire, financière de tous, donc une solution complète pour moins d'1 € par jour, ce qui permet quand même de dire que une technologie, je dirais, mise à la disposition de personnes qui n'ont pas forcément des moyens élevés, comme ceux qui ont les moyens élevés, c'était aussi, je dirais, un des éléments forts du cahier des charges. De réduire la distance qui s'installe entre les enfants et les parents, notamment bien pour sûr, ceux qui vivent loin. Bien sûr. Il faut savoir que ce que vous me disiez. Ouais, les études montrent aujourd'hui que la distance entre les enfants et les parents, alors c'est pas moi qui le dis, c'est les études qui ont été démontrées, c'est 215 km. 215 km, c'est la distance qui existe entre un parent et un enfant. Et bien évidemment, cette distance est un facteur anxiogène très important aujourd'hui dans la relation avec les enfants. Jacques, chez Quartus Club Senior, on parlait de nouvelles aspirations quand on rentre dans le carré magique des seniors. Chez vous, ça se traduit comment? Oui, alors, sur la question des revenus des seniors, je suis assez d'accord sur les chiffres qui ont été donnés, mais il ne faut quand même pas oublier que 75% des seniors français sont propriétaires. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça peut être aussi un levier de recettes additionnelles, si je puis dire, à leurs revenus globaux. Alors, chez nous, effectivement, nous, on ne les a pas nommés fragilisés ou autres. Nous, on a défini trois profils distincts qu'on appelle le senior cocooning, qui est en demande de soins, qui est là pour dire je veux qu'on s'occupe de moi. Voilà, je suis là parce que je souhaite qu'on s'occupe de moi. C'est un soin médical? C'est quel type de soin? Non, ça peut être du soin médical, évidemment. On parlera de nos expériences de télémédecine que nous avons dans nos établissements, mais on peut aussi parler du soin du corps, du bien-être, de la nutrition, et peut-être même du soin social, puisque là aussi, la problématique chez les seniors, c'est l'isolement et la perte de relations. Et ça, c'est extrêmement important, même si les nouvelles technologies peuvent y aider, il n'empêche qu'il y a une vraie problématique ici. Donc, nous, on a défini ce premier profil, le senior cocooning. L'autre senior, on l'appelle le senior hédoniste, qui est beaucoup plus jeune que le précédent et qui a une volonté de voir la vie
un peu autrement parce qu'à ses 20 ans, ce que je disais tout à l'heure, il était déjà dans un monde de consommation et pour lui, il y a une volonté d'être un petit peu chemise grande ouverte au vent, une volonté de consommer, une volonté de mobilité. Et sur ce point-là, nous avons aussi à réfléchir une offre qui puisse s'adapter à cette demande. Et puis le troisième profil, qu'on appelle le senior social, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure sur l'idée de transmettre un savoir, l'idée de se dire j'ai une expérience, j'ai été aussi un professionnel et j'ai un savoir que je peux aussi partager avec d'autres qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs des seniors et sur lequel là aussi on doit pouvoir proposer des espaces de vie qui permettent justement l'expression de cette transmission de savoir. Voilà. Alors, est-ce qu'on n'a pas justement des communautés de seniors, les seniors actifs, les seniors passifs? Vous parliez du bénévolat. Sans les seniors, il n'y aurait pas de bénévolat en France. Ils sont nombreux, nombreuses. Si je ne m'abuse, Serge, je ne sais pas si vous avez des chiffres à nous communiquer, mais en tout cas, j'ai envie de dire que le bénévolat, le tissu bénévole, des bénévoles en France, en tout cas, se construit grâce aux seniors et les passifs, ceux qui restent chez eux, ceux qui en fait reproduisent un petit peu le même schéma de seniorité que leurs prédécesseurs. Alors, il y a plusieurs manières d'être actif, on pourrait dire. Il y a ceux dont c'est visible. Par exemple, ils sont en activité professionnelle. Alors, tout simplement parce que vu les revenus de la retraite, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas le choix. Alors, il y a les gens qui partent par le haut, parce que ce sont des cadres, ainsi de suite, ils ont des fortes compétences. Il y a des gens qui ont moins de compétences et qui eux, vendent surtout leur temps. Et ça va être, je sais pas moi, on va aller faire la nounou, s'occuper des chiens, que sais-je encore. Voilà, on est un peu sur les deux. Sur les 17 millions de retraités, il y a à peu près 600 000 personnes qui cumulent emploi-retraite. Il y a à peu près 1 million de personnes qui sont en auto-entrepreneur. On estime qu'il y a à peu près 2 millions de personnes qui travaillent au noir. Donc ça fait quand même déjà du monde. Donc ça fait à peu près 4 millions. Voilà. Bon. Donc il y a ceux-là. Il y a ceux qui sont en effet dans le tissu associatif, d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que globalement, les 2 tiers des bénévoles engagés sont des retraités. Ce qui est aussi logique, ils ont du temps. Évidemment, quand on bosse et tout, c'est toujours un peu plus compliqué. Ceux-là, on les retrouve dans à peu près, hormis les associations de parents d'élèves, où les retraités sont moins présents. Pour le reste, ils sont très très actifs. Et puis, c'est aussi tout le reste. C'est-à-dire que, par exemple, ne serait-ce que s'occuper des petits-enfants, c'est invisible. Sauf que c'est 23 millions d'heures par semaine qui vont des grands-parents vers les petits-enfants. Si les grands-parents se mettent en grève, il y a le système de crèche et tout, ça marche pas, quoi. Voilà. 23 millions d'heures. 23 millions d'heures par semaine. Donc, faut aussi, voilà. Donc, c'est aussi ça quand on dit, mais ces personnes-là, en fait, elles servent à rien et tout. D'abord, on a le droit de servir à rien, ça c'est un autre sujet, mais par ailleurs, non, ce sont des gens qui sont très engagés. Autre engagement, malheureusement, c'est une partie importante de ces personnes peuvent avoir un compagnon, une compagne, un parent, parfois aussi un enfant, qui est touché par un handicap, qui est touché par une maladie chronique, qui est touché tout simplement par le grand âge, c'est ce qu'on appelle les aidants. Sur les 8,5 millions d'aidants, il y a à peu près 4 millions qui sont aussi des retraités. Donc tout ça participe en effet. Mais pour être bénévole, pour être acteur, pour être tout ça, encore faut-il avoir un minimum de moyens. Et donc là, c'est vrai qu'on se retrouve avec cette problématique. Est-ce que les gens auront suffisamment? Alors, les gens, c'est vrai, sont très, très majoritairement propriétaires de leur logement, mais ils n'ont pas tous un 100 mètres carrés dans le Marais à Paris, quoi. Donc, il y a des gens qui ont la valeur de leur bien, c'est moins de 60 000 euros. Donc, cela, le jour où ils essayent de le vendre parce qu'ils découvrent que d'abord, personne n'en veut ou qu'il ne vaut pas grand-chose. Donc, il y a aussi des gens où finalement, ça enferme plutôt d'être justement propriétaire. Et puis, une des grandes différences, c'est est-ce que justement vous vivez dans des zones où il y a de l'activité, ou par exemple, si je veux aller travailler avec des gens plus jeunes, j'habite dans un endroit où il y a les gens plus jeunes en question, où il y a les entreprises, où il y a les startups, des endroits où il y a suffisamment d'équipements, des endroits où il y a suffisamment d'équipements en santé, ou bien est-ce que vous êtes, je ne vais pas faire le couplet gilets jaunes, mais dans les gilets jaunes, vous avez beaucoup de gilets gris. Et c'est pas pour rien, parce que beaucoup de gens se retrouvent très éloignés. Ils se retrouvent dans des endroits où il n'y a pas de transport, donc quand ils commencent, eux, à avoir un peu de difficultés, ou économique, ou simplement d'autonomie pour conduire et tout ça, surtout dans des situations beaucoup plus difficiles. Donc une partie de la population, évidemment, le gros des seniors ne sont pas dans les grandes villes, sont plutôt dans les petites villes, voire dans les zones rurales. Et à ce propos, Stéphanie, quel est le rapport des seniors à la nouvelle technologie?
Quel est ce rapport-là? Parce qu'on a parlé longtemps de fracture numérique et fracture numérique sur le territoire. Là, en termes de population, où on en est? Oui, alors effectivement, je ne veux pas entrer dans un débat de fracture numérique dans le territoire. Il est clair qu'il y a beaucoup de seniors qui sont éloignés du digital de par la zone géographique dans laquelle ils habitent, et ça les en rend d'autant plus éloignés, je dirais, intellectuellement. Oui. Vous parliez tout à l'heure de mindset. Il est clair que quand on est senior et qu'on habite dans une métropole, ou dans une grande ville en général, alors là, pour le coup, le rapport au digital est beaucoup plus favorable que ce qu'on peut penser. Là encore, il y a des a priori. Puisque, alors j'ai vérifié mes chiffres avant de vous rejoindre, parce que quand on s'était parlé au téléphone, j'avais un petit doute. Et en fait, les chiffres évoluent tous les ans de façon vraiment astronomique. Parce que aujourd'hui, par exemple, 70% des plus de 55 ans possèdent deux devices, à savoir un ordinateur et un téléphone, un smartphone. Donc 70% possèdent un ordinateur et un smartphone. 88% d'entre eux utilisent Internet tous les jours, en général plutôt pour envoyer des mails, mais ils sont quand même 50% à être connectés aux réseaux sociaux, type Facebook, WhatsApp, pour échanger avec leur famille qui habite à 200 et quelques kilomètres. Donc en fait, ils ne sont pas digital native, mais ils sont digital sensitive, et donc en faisant exception, bien sûr, des seniors un peu isolés. Les autres sont véritablement ouverts à la technologie. Et quand tout à l'heure, je vous disais, ils font gagner du temps dans les entreprises quand ils interviennent, non seulement ils font gagner du temps parce qu'ils ont évidemment cette expérience qui leur a permis d'apprendre de leurs erreurs et de leurs succès, et donc d'avoir cumulé des petites astuces qui permettent d'aller droit au but, mais en plus, ils sont tout à fait favorables au fait de communiquer via les outils de la nouvelle techno. Patrick, le rapport de vos clients, qui sont ici des seniors pour You Take Care, à You Take Care? Ben, écoutez, encore une fois, on n'est pas dans 50 ans, on est en 2019, et je crois que cette marche est importante à considérer. On parlait effectivement de beaucoup de seniors qui vivent dans la ruralité. Les études qui poussent aujourd'hui les informations de dire qu'en 2050, les seniors seront pratiquement tous des citadins, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que la techno aujourd'hui pour ces seniors, en tout cas l'impression qui est la leur aujourd'hui en 2019, c'est je ne veux pas que ça soit stigmatisant, je ne veux pas que ça soit catégorisant dans une situation de fragilité par une grosse montre au poignet, par un gros pendentif au cou, ou par une caméra qui me filme, ou par des micros qui m'écoutent. Et ça, c'est un élément fort aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, tous ne sont pas digitalisés, tout le monde n'a pas une approche très facile, en tout cas, à la techno. Mais c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas en fait, amener les seniors d'aujourd'hui vers la techno. Il faut que ça soit le lieu dans lequel ils vivent, qu'ils soient connectés. C'est-à-dire comment faire en sorte que lorsque ce senior arrive chez lui, eh bien, qu'il vive exactement dans le même appartement, la même maison qu'il a l'habitude de vivre, et que derrière les services, en tout cas, soient automatisés pour amener bien, cette technologie d'une façon la plus bienveillante possible. Et là, je tends la perche à Jacques. On parle des lieux. Alors les lieux, oui, donc nous on a dans cette chaîne ou dans ce parcours résidentiel que j'évoquais, on a à un moment donné, on s'est arrêté sur une position en proposant une résidence qui se constitue autour de 3 piliers. Le premier, c'est l'appartement, mais un appartement smart home, l'appartement intelligent, qui va un peu comme quand vous achetez votre voiture et que vous la customisez, eh bien, l'appartement, ça va être la même chose. C'est-à-dire que quand on va accueillir le senior dans nos résidences, on va faire le point sur sa situation économique, bien sûr, mais pas simplement sociale, physique, cognitive et autres. Et en fonction de cela, on va co-construire avec lui un projet de vie dans son appartement. Et on va lui proposer, sur 238 points d'évolutivité dans notre appartement, on va lui proposer un certain nombre de points d'évolutivité qui vont répondre à ses attentes et à ses besoins. Prenons l'exemple d'un senior qui est en fauteuil roulant et qui se présente à notre résidence. Qu'est-ce qu'on fait quand on vit seul dans son appartement avec un fauteuil roulant? Quels sont les points d'évolutivité qu'on peut proposer à ce type de personnes? Eh bien, il y a la question de la circulation dans l'appartement. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Je suis dans un fauteuil, je passe d'un statut allongé à un statut assis.
comment ça se passe? Faut-il aller chercher l'interrupteur? Ou est-ce qu'en posant ses pieds par terre, on déclenche un chemin lumineux qui va permettre de faciliter la circulation vers les toilettes, par exemple? J'ai l'impression que tous les deux, là, enfin, les deux sujets, à travers vos services, ça correspond complètement. Là. Enfin, on parle du take care, on parle Quartus. Si vous ne connaissez pas, c'est le moment de vous connaître. On ne se connaît pas, mais, voilà, non, mais c'est le moment d'échanger. On a le plaisir de se connaître en tous les cas. Voilà. Mais prenons l'exemple aussi du senior qui est en situation dans sa cuisine. Un senior en fauteuil roulant dans une cuisine, comment ça se passe? Quand vous avez un meuble à 90, éventuellement un meubleau, alors on peut se dire, bah oui, mais s'il est en fauteuil roulant, évidemment, on va adapter les meubles. Ouais, sauf que le senior peut être sur vous, comme vous et moi, sur ses deux jambes, puis 3 mois plus tard en fauteuil roulant. Eh bien, qu'est-ce qu'on adapte en termes de mobilier? Donc, on va pouvoir préparer on va pouvoir lui présenter un autre point d'évolutivité, c'est-à-dire le fait de proposer de la hauteur variable pour les meubles et de façon à les mettre à sa situation. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qu'on propose en co-construisant un projet de vie dans son appartement. Et puis, la résidence, ce n'est pas que du logement, c'est aussi ce que je pourrais appeler l'intégration dans un quartier. Le senior, sa problématique, bien souvent, c'est son isolement. C'est est-ce qu'en rentrant dans une résidence, je m'ouvre aux autres? Si tant est qu'il le veuille d'ailleurs. Mais en supposant qu'il le veuille, et pour revenir à cette senior que j'évoquais tout à l'heure, social, eh bien, un senior social qui se présente à nous, je veux de la relation autour de moi, eh bien là, on va concevoir une résidence de type Smart City, c'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer des espaces communs dans lesquels il va pouvoir effectivement exprimer son besoin de transmettre, mais dans lequel aussi ces espaces vont être ouverts à la population aux alentours. Quand on s'implante dans un quartier, on fait un diagnostic du quartier et on s'aperçoit que dans le quartier, il n'y a pas d'espace wellness, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de restaurant. Prenons l'exemple de Colmar, là où nous sommes situés, 3,5 millions de visiteurs par an. On se rend compte qu'à certains moments dans l'année, il y a une offre de restauration insuffisante. Mais on se dit, mais pourquoi ne pas mettre en front de rue ce restaurant qui permet d'ouvrir ce restaurant à d'autres que des seniors d'ailleurs, à des plus jeunes, à des gens qui sont dans la vie active, et sur lequel on va pouvoir proposer du lien social de cette façon. Je suis navré, mais nous allons devoir refermer cette table ronde puisque nous dépassons les temps impartis d'échange et de conversation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci Jacques Pleurmeau, merci Stéphanie Stalford, merci Patrick Catoula, merci Serge Guérin sur les applaudissements bien sûr de nos amis venus nombreux et nombreuses. Restez bien à nos côtés puisque dans quelques instants nous allons continuer ces tables rondes avec Vincent pour Madines. À tout à l'heure.